9 h sur EZE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Création à la présidence de la République de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations CPD et l'agrément de 3 sociétés au code des investissements pour divers projets sont entre autres grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 19 janvier 2022. Vous suivrez dans cette édition quelques citoyens de la ville de Cotonou qui donnent leurs impressions sur les actes terroristes perpétrés au nord du pays depuis quelques semaines. La fondation Issa Hayatou de l'ancien président de la CAF devrait rassembler les jeunes pousses du football africain en fin d'année dernière, l'instant d'un tournoi international des centres de formation, mais la compétition a été reportée en février en raison de certaines contingences. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 19 janvier 2022 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. D'importantes décisions ont été prises au cours de cette séance. Au titre des mesures normatives, on note création à la présidence de la République de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. Au titre des communications, on note également agrément de 3 sociétés au code des investissements pour divers projets, extension du programme national d'alimentation scolaire intégré et le compte rendu de la mission de suivi de la rentrée des classes 2021-2022 et du fonctionnement des cantines scolaires du 7 au 28 novembre 2021. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin en janvier et mars 2022, respectivement à Jeddah en Arabie Saoudite et à Islamabad au Pakistan, aux réunions de la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Le Bénin enregistre depuis quelques semaines des actes terroristes perpétrés au nord du pays. Dans le même temps, les djihadistes ont proliféré dans les forêts du nord du Bénin, profitant de la situation du parc de la Pendjari, proche de la frontière burkinabé au nord-ouest. À cet effet, quelques citoyens de la ville de Cotonou donnent leurs impressions sur le phénomène et exhortent le gouvernement béninois à prendre des mesures nécessaires et adéquates à travers des solutions idoines pour la sécurité des populations. Suivons-les au micro de Nassirina Fatoumbi, Atifa Olafa et de Jefté Hongé. Les attaques djihadistes, c'est un phénomène sous-régional, pour ne pas dire mondial. Ça a commencé il y a un moment. Ça fait peur, ça fait vraiment peur. C'est comme ça que ça commence petitement. Et puis après, on commence par entendre des dizaines de morts, des centaines de morts. Je ne souhaiterais pas que cela arrive ici au Bénin. Et je compte beaucoup sur le patriotisme de nos militaires et de nos officiers aussi. Je déplore l'arrivée de ces gens-là. Parce que mauvais qu'ils sont dans leur comportement, dans leurs actes, vraiment, je ne les aime pas. Je ne sais pas quelle cause ils défendent en ôtant la vie d'autrui. Je ne sais pas leur objectif. Sinon, ils ne sont pas même des hommes qui doivent vivre sur terre. Je les ai connus depuis le Nigeria dans les années 94, à Kaduna, où j'ai vécu leur acte là, où on coupait la tête aux êtres vivants, aux gens. Si tu es chrétien, tu portes l'habit chrétien comme ça là, on te tue. Même si tu es chrétien, tu portes djellab musulman, on te laisse. Mais tu portes chemise comme ça, on te tue. Ces attaques sont vraiment de nature à mettre notre pays en mal.
Nous avons entendu toujours parler des djihadistes, les attaques par-ci, par-là, le Mali, le Nigeria, un peu partout autour de nous. Dans les années 2020, 2019, 2018 et au-delà de ça, nous entendons les attaques auprès de nous dans les pays voisins, comme le Burkina, le Niger, etc. Mais à partir du 2021, l'attaque djihadiste aussi apparaît au Bénin. C'était vraiment une situation dangereuse qui met la population béninoise dans une difficulté qu'on ne peut pas le dire, et surtout la population nordiste. Par rapport à tout ce que les autres pays, quand je prends la sous-région, il y a la force Barkhane, il y a la force MINUSMA, il y a l'OTAN, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais au lieu que le phénomène se réduise, nous avons constaté, c'est un regret, nous avons constaté que ça s'accentue toujours. Et ce qui m'inquiète ici, c'est que je n'ai pas entendu un acteur politique, la classe de l'opposition, les anciens présidents, personne n'a parlé de ça. Le terrorisme, c'est les attaques, c'est les tueries, c'est, on peut dire en un mot, le système qui permet de détruire un État ou bien tout un peuple. Cela est de nature à détruire, à faire du mal, à faire du mal à un pays ou bien à une société. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils cherchent même? Est-ce qu'ils ont demandé quelque chose que l'État n'a pas fait? Je ne sais pas. Parce que quand j'ai appris la chose sur RFI, là, que les djihadistes sont déjà au Bénin, là, vraiment, j'ai commencé par avoir peur. C'est des gens qui n'ont même pas de pitié des animaux, pour dire des hommes. L'État doit tout faire pour les chasser. Si l'État va mettre les chasseurs en contribution, nos chasseurs de brousse là en contribution, leur doter de moyens, leur donner de l'argent, il n'a qu'à le faire. Les grandes puissances n'ont pas encore réussi à reculer. Ce n'est pas une armée régulière pour qu'on puisse dire nous allons les reculer. C'est des simples civils qui se confondent à la population. Mais ce que m'a jugé, si ils peuvent revenir sur l'ancien système avec la collaboration avec les chasseurs traditionnels et les forestiers, là, nous allons atténuer, je dis bien atténuer. C'est clair. Nous allons atténuer parce que on dit qu'ils sont au nord, ils sont à Polga. Mais non. Vous ne pouvez pas détecter et connaître la stratégie de ces gens. Ça là maintenant, c'est notre pays. C'est nos frères qui sont là-bas. Eux tous doivent mettre la main à la pâte. S'ils ont des idées, ils peuvent toujours les proposer. Je ne sais pas si, ces temps-ci, je n'ai pas trop écouté les choses là de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si les députés ont interpellé peut-être le gouvernement à propos de cette situation. Je ne sais pas. Si ce n'est pas le cas, c'est leur devoir de savoir ce qui se passe. Au-delà de ça, je n'ai rien à apprendre. Je sais que sur ce plan, le président, il ne parle pas trop, mais il agit. Je crois qu'il va vraiment agir. Il ne faut jamais laisser cette faille-là entrer au Bénin. Même s'ils sont dans un trou là, il faut juste rentrer dans les terrains, les tuer. Donc, il n'y a même pas les prendre, il faut les tuer, les éliminer. Je crois à Polga ou à Tangueta, les gens ne sont pas beaucoup. Ils peuvent même faire du porte-à-porte là et prendre des renseignements parce que ce sont que des villages qui sont là. Les militaires, on n'a qu'à les envoyer, ils sont à Kagézo ici, plein. On les voit dans la ville tout le temps. On n'a qu'à les envoyer là-bas pour travailler. Et comme ils ont encore lancé un nouveau recrutement maintenant, je crois qu'ils vont renforcer encore la sécurité au niveau des frontières, que ce soit du côté du Nigeria et du côté du Burkina, et on aura la paix. Mais la classe politique doit avoir un regard sur ça. S'il n'y a pas la population, ils ne peuvent pas nous diriger.
Une mission de contrôle parlementaire effectuée entre septembre 2021 pour vérifier la gestion comptable et financière au titre de l'exercice 2020 du Conseil national des charges du Bénin CNCB a révélé des irrégularités estimées à environ 18 milliards de francs CFA. Le rapport a été présenté aux députés mardi 18 janvier 2022. Au total, les irrégularités révélées dans la gestion comptable et financière au titre de l'exercice 2020 du Conseil national des charges du Bénin CNCB en liquidation sont évaluées à environ 18 milliards de francs CFA. Les députés ont déploré mardi 18 janvier 2022 ces irrégularités révélées de la présentation du rapport de la mission de contrôle parlementaire diligentée au CNCB entre août-septembre 2021 avant sa dissolution. Les députés ont exhorté le gouvernement à actionner la justice pour faire rendre gorge aux personnes impliquées dans ce scandale financier. La 8e législature recommande également que le rapport de la commission soit transmis aux liquidateurs du CNCB en dissolution. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a procédé dans la matinée de ce mardi au lancement officiel des œuvres sociales universitaires à l'université d'Abomey-Calavi pour le compte de l'année académique 2021-2022. Claude Ghislaine Fagbon, la DECOUS et ses collaborateurs ont pris plusieurs dispositions en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail aussi bien des étudiants que du personnel. Reportage Seton Delarios à Diaboueno. Au pas de charge, Claude Ghislaine Fagbon, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales COUS-AC, fait la ronde des services pour lancer officiellement les activités au titre de l'année académique 2021-2022. Première étape, l'infirmerie où les agents assurent la prise en charge médicale à plein temps des étudiants et de la communauté universitaire. Cette année, l'hébergement vide pouvait être porte et des temps que les étudiants sont déjà en résidence, nous devons les accompagner. Donc c'est pour ça qu'on a multiplié une équipe de garde qui fait rotation. L'équipe d'hier a fini, elle s'attendait pour repartir. On fait les soins, quand l'étudiant vient, on essaie de le consulter, on fait les soins avec ce que nous avons. Et nous voulons aussi vous remercier parce que cette année encore, le plateau technique a été amélioré et renouvelé. La délégation va ensuite constater les conditions d'installation des résidents dans les cabines. Ça se passe ici. Très bien, vous êtes satisfait de vos conditions d'hébergement, du personnel qui s'occupe de vous. Nous essayons un peu de rendre votre séjour agréable au COUS, dans les locaux du COUS. Mais s'il y a des difficultés, s'il y a d'éventuels problèmes, le personnel est là, le responsable étudiant est là, vous pouvez leur remonter les problèmes et ils remontent ça vers nous. Et nous formons en même temps parce que nous sommes là pour vous servir. Du secteur de l'hébergement, Claude Ghislaine Fagbon et sa suite ont mis le cap sur le garage du COUS. Ici, le COUS-AC a renforcé le parc automobile en réparant des bus tombés en temps en panne et en créant une nouvelle ligne afin de décongestionner le transport des étudiants. Nous avons actuellement un total de 8 bus fonctionnels. Si on compte les bus en panne de façon temporaire, on a 8 bus qui fonctionnent régulièrement. Et les étudiants, nous les transportons 6 fois dans la journée, c'est 7 désormais, 3 voyages dans la matinée, 4 dans l'après-midi. Nous avons ajouté un 4e voyage pour permettre de décongestionner les bus en ces temps de Covid et de les transporter dans les meilleures conditions possibles. Au niveau de la restauration, tout est mis en œuvre pour assurer l'hygiène avec le calibrage des cuisines. Le COUS-AC promeut la consommation des mets béninois dans les restaurants universitaires. La qualité par rapport aux mets que nous servons, la qualité y est et la quantité y est. Les étudiants ne se plaignent pas par rapport à la quantité et à la qualité de nos repas. Au regard des constats effectués, la DECOUS sort satisfaite de sa visite. Globalement, je suis satisfaite des prestations
qui sont offerts aux étudiants. Au niveau des restaurants, nous avons mis des balises par terre pour que les étudiants ne s'agglutinent pas, pour qu'ils puissent respecter la distanciation d'1 mètre dans les rangs, dans les lignes. Au niveau des bus, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons limité strictement le nombre d'étudiants transportés aux places assises. Les organisations estudiantines félicitent le COUS-AC pour les efforts fournis en vue de l'amélioration des prestations fournies aux étudiants. Nous avons apprécié cette descente effectuée par la délégation du COUS-AC afin de visiter les différents services qui sont rendus aux étudiants. Nous, en tant que responsables étudiants, puisque nous continuons d'avoir les plaintes de nos camarades, on ne saurait dire que nous sommes vraiment satisfaits de tous ces services que rend le COUS-AC. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'améliorations avec le temps. Néanmoins, tant qu'il reste à faire pour nous, rien n'est fait. Et nous allons continuer à mettre la pression sur cette direction afin que réellement ce qui reste à corriger soit réellement corrigé. La DECOUS et ses collaborateurs entendent poursuivre les actions pour l'épanouissement total de la communauté estudiantine. L'Organisation des Nations Unies ONU est une organisation internationale qui s'est donnée pour objectif le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Plusieurs personnes en savent peu en ce qui concerne cette organisation. Francis Farmi s'est rapproché de quelques élèves et étudiants pour en savoir plus. Suivez plutôt. Je sais que l'ONU est une organisation des Nations Unies qui a pour but de régler les conflits entre les pays et qui est aussi là pour régler les conflits de la SDN qui n'a pas pu atteindre ses objectifs. L'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. L'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. Je sais que l'ONU se charge de régler les conflits entre certains pays, réduire la pauvreté, améliorer les conditions de vie de certains pays qui sont membres de son organisation. Actuellement, l'ONU compte environ 193 États, si je ne me trompe pas. Elle a un objectif principal qui a pour but de promouvoir la création et l'intégration des pays de l'Afrique de l'Ouest. Rappelons que l'ONU est l'Organisation des Nations Unies. Il s'agit d'une organisation internationale qui regroupe actuellement 193 États membres. Elle a été instituée le 24 octobre 1945 par la ratification de la Charte des Nations Unies. L'ONU remplace alors la Société des Nations. Les objectifs premiers de l'organisation sont le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'ONU promeut la protection des droits de l'homme, la garantie des droits, la fourniture de l'aide humanitaire ainsi que le développement durable. L'organisation internationale dispose à cet effet de pouvoirs spécifiques comme l'établissement de sanctions internationales ainsi que l'intervention militaire. Spiritualité dans cette édition. Plusieurs personnes ont diverses manières de vénérer les morts en Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria et au Bénin. Soit c'est par la vénération du Assin ou par la sortie des revenants, communément appelés Egungun. Mais l'origine du Egungun remonte à Oyo, au Nigeria. Écoutons cet extrait de Balé Lima pour en savoir davantage. Il est au micro de Jacques Maouyon d'Almeida. In kuto no tono kodegeo ino zefate uno ba mena ikana no kodegeo fa no so fa makaso a ino ko mesi hen candidat lo mebo ina yon ino souhait et ananda bon kuto original de sur so yo egosi demi yo le rafi ayo wa fi fi et da sur le fi et da si le fi ni da kuto si ni debu lo be na da bon go yo eno gosi me no da bon go ni pa le ko yo eno gosi a vole do propo do nkoto ko do abebere agbanonde adudi otodi achanande bebeo idunde yimbo tuwe kana doni no zikate when you dig na de nya bebeo power so
When can swear when me on master fear, every year we do by for me. But when we were at Potona, you know, camera, a hotel can I see Jaffa. When we pay in low and do you when you're in the back, and I'm going to say, I'm not going to put the whole paper. And therefore, doing quickly of doing a bano, no, a horse that whole for the one. Mano that whole et qu'on va aller au Philippines pour Wellington. Bon, on a des nos ans et c'est pas très assez. C'est vrai que les éminents ont besoin d'un ami. Amina qui a pas le temps. Il y a amina qui a pas le temps. Donc, bien nous avons des préparateurs là pour n'importe quoi. Adio, Wellington, des cours forts sur ton bibo. Wellington, amina mon et c'est gars. When they sick and bo, when we told a cassia, the patent of Benagban can deal, can I also go with the country? That's the Abon can be Monaliani at Tamato. Don't would we sick? We're not playing wrong. Don't chief. I did not do. Come when you're in a blue one, a coin tone. Vodon peut bien des qui vodon est en l'air quand on accorde il y a Hamilton et ouais na monani mais original au yoton et ouais et doit loi sur non le beau loin de pour nous c'est qu'on a anyway so je beau affi mais original au bien sur soit accordé et tout nous et ouais en blanc pour nous tout et tout ici nous et ouais moi j'ai vu le film de pourquoi toi ton coup je joue tabac pour dire que on a des choses on dit nous a été au niveau de ah je le a quand on me l'a dit pas dit moi et j'ai maman elle sous dire comme nous oui bon à mon autre il a wa j'ai dit à wa nous les dit à wa dit Le culte Egungun a des interdits, de même que le Assin. Mais au niveau du culte Egungun, la punition s'avère être automatique. Suivant Herman Lobotoé à ce sujet. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Non, tout est principe dans la nature. Tout est principe dans la vie. Que ce soit du côté du culte Egungun ou du côté de Assin, les principes sont les mêmes. Et quand vous foulez au pied un principe, la punition suit. Au niveau du culte Egungun, entre la faute et la punition, il n'y a pas de décalage. C'est exactement comme l'histoire dans la Bible, on a parlé des deux fils d'Aaron brûlés par le feu impur qu'ils ont apporté sur l'autel des sacrifices. C'est la même chose. Mais du côté de Assin, ce n'est pas aussi rapide. Là-bas, on cumule les choses, les fautes, et puis un jour, vous transitez. Au niveau du culte, on vous empêche, en vous punissant immédiatement, on vous empêche de franchir le Rubicon. Parce que dès le Rubicon franchi, c'est la mort. Et on ne veut pas la mort du pécheur. On veut juste que le pécheur se repentisse et qu'il vive. C'est un peu ça. Le châtiment existe des deux côtés. Pas seulement chez nous au Bénin ici, parce que chaque peuple a ses spécificités. Le culte des morts tel qu'il est fait en Côte d'Ivoire n'est pas la même chose qu'ici. Au Mali, ce n'est pas la même chose. Tous les pays ont leur culte dédié aux morts. Donc chacun pratique selon ses spécificités. Oui, c'est la même chose quand nous prenons par exemple l'église catholique dans la chrétienté. Vous avez des statues, on dit c'est tel saint, il a fait ceci, c'est tel, la Vierge Marie, Jésus-Christ. Tout ça là, c'est leur saint. C'est leur saint. Et il nous demande à nous, Africains, d'abandonner nos ancêtres pour appeler les leurs. On n'a aucun lien. On n'a aucun lien. Maintenant, dans la pratique, dans la réalité, il y a deux types de pratiques. Il y a la première pratique qui demande à ce qu'on sacrifie des animaux pour honorer les ancêtres. La deuxième partie dit on ne sacrifie pas. Celui qui sacrifie, il a raison. Celui qui ne sacrifie pas a raison. Sauf que celui qui ne fait pas de sacrifice tel qu'il est prescrit dans la tradition et qui ne sait pas, qui ne connaît pas une autre manière de dynamiser ses ancêtres est en train de pécher.
Parce qu'il y a d'autres manières, on n'a pas besoin d'immoler nécessairement. Il y a d'autres manières, mais il faut les connaître. Non, ça ne peut pas être la même chose. Nous n'avons aucun lien avec ces saints-là. Ils veulent nous faire croire que, en fait, tous nos ancêtres qui ont transité avant l'avènement du colon et de sa religion sont allés en enfer. Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'Africains qui aient bien vécu et qui soient au paradis? Il y en a plein. Mais on ne veut pas qu'on les connaisse. On ne veut pas qu'on travaille avec eux. Et ça, c'est nous obliger à nous déraciner, à nous couper de nos sources. Ce n'est pas normal. Ils ont peur de l'éveil de l'Afrique. La spiritualité africaine est puissante. L'Africain sait que s'il prend telle feuille, il l'ajoute à telle feuille, il peut faire descendre la foudre ici. Il peut faire appel à telle entité qui va agir instantanément. Ils n'ont pas ça chez eux. Et tout ce qu'ils viennent nous enseigner, ils l'ont pêché en Égypte, c'est en Afrique. Ils sont venus prendre nos réalités qu'ils ont adaptées à leurs conditions de vie là-bas et ils viennent nous revendre la même chose. C'est donc parce qu'ils ont peur. Ils en ont peur. Ils ont une peur bleue. Vous allez voir dans notre pays, pratiquement dans tous les pays africains, des cargos de blancs venir se faire initier dans nos couvents. Ils veulent connaître nos réalités. Et les gardiens de ce temple-là, au lieu de faire attention, leur livrent tout. Donc on est en train de dévoyer notre savoir. À présent, la page sport pour mettre un terme à cette édition. La fondation Issa Hayatou de l'ancien président de la CAF devrait rassembler les jeunes pousses du football africain en fin d'année dernière, l'instant d'un tournoi international des centres de formation. Mais la compétition a été reportée en février en raison de certaines contingences. Son président Anoyi Ninimba Castro s'est expliqué lors d'une conférence de presse le 6 janvier dernier à la salle de presse du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Suivez-le. Nous avons trouvé nécessaire, avec sagesse, avec vision objective, de le décaler pour lui donner toutes ses lettres de noblesse. Parce qu'à travers ce tournoi dans la finale, nous allons honorer deux grands chefs d'État, dont le président de l'Union africaine. La CAN est à proximité. On pourrait le faire même avant la CAN, mais quelques difficultés ont jalonné, n'est-ce pas, le parcours de développement et de l'organisation de ce grand événement, qui doit donc accueillir la jeunesse, mais en même temps, ceux qui ont leur éducation en main, c'est-à-dire les 8 pays. Ils ont les ministres des Sports, des présidents des fédérations, qui aujourd'hui, beaucoup d'entre eux préparent des événements comme la CAN. Depuis une semaine, ils sont déjà en train de préparer les événements de la CAN. Allons-nous faire cet événement-là en pleine CAN et puis le noyer? Nous disons non. Le lancer à 48 à 24 heures sans qu'il y ait des spots qui annoncent l'événement aux 4 coins du monde, parce qu'aujourd'hui, quand une chaîne de télévision fait une annonce, un spot, c'est le monde entier qui regarde. Nous disons non. Nous devons protéger l'image de nos chefs et du parrain. C'est pourquoi nous avons sagement, parce que nous bénéficions quand même d'un conseil avisé d'un grand homme avec nous, l'ambassadeur. Et donc, nous avons donc proposé et que cela se fasse en février prochain, du 22 au 26. Et nous attendons l'arrivée des équipes des pays africains qui sont invités à participer au tournoi le 21 février ici à Cotonou. Pour que du 22 au 25 se jouent les éliminatoires et le 26 février doit être donc le jour de la finale. C'est une finale à deux visages. Il y a le football, mais il y a l'action de promotion, n'est-ce pas, de l'action de paix qui débouche sur la distinction de ces deux grands hommes. Son Excellence, le président Félix Tshisekedi, président de l'Union africaine, président de la République démocratique du Congo, et son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin. Donc le jour de la finale, ce sera d'abord célébrer ces deux grands hommes, célébrer aussi le football et magnifier la paix sur le continent africain. Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, va parrainer la compétition.
Le trophée du vainqueur a été présenté lors de la conférence de presse. Retrouvons Anoï Ninimba Castro, le président de la Fondation Issa Hayatou, pour plus de précision. Le parrain, le président Kaboun, a 2 casquettes. Il a 2 casquettes. Même 3, j'allais dire. Il est d'abord éminent homme politique en RDC, puisque dirigeant principal, après le chef de l'État, du parti au pouvoir. Ça veut dire qu'il fait face à beaucoup de situations auxquelles il essaie de trouver solution. Ensuite, vice-président, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est l'émanation du peuple. Et là, les problèmes sont encore multiples. Mais ce que vous ne savez pas, et que je vais vous apprendre, ou ce que certains savent déjà au niveau de la presse, il est bâtisseur du football de la jeunesse, bâtisseur du football des jeunes. Il a bâti presque un stade de grand standing à Kinshasa pour occuper la jeunesse congolaise et africaine. Dès qu'il a été saisi de notre souhait de le voir parrainer cette importante cérémonie footballistique, il a donné son accord immédiatement. Le trophée que voici porte le nom, c'est-à-dire le trophée Kabouda Kaboud de la paix. Je voudrais donc officiellement, si vous approchez, vous présenter ce trophée. Bon, les jeunes, voilà le trophée. Je pense que vous allez le saluer. Je ne parle pas des joueurs, hein. Je ne parle pas des journalistes. Ce trophée que vous voyez est un trophée de grande valeur. C'est la Fondation Issa Hayatou qui le met en jeu. Ça veut dire que vous ne trouverez dans aucune vitrine du continent africain ce trophée, parce qu'il vient de la vision du docteur Issa Hayatou. Et quand on est dans le football, on sait qui est Issa Hayatou. On reviendra là-dessus un jour. Mais pour l'heure, là, nous parlons du trophée. C'est un trophée de très grande valeur. Ce trophée, l'équipe qui le gagne ne va pas avec. Non. Vous savez, le fonctionnement du football, les règles. Il faut le gagner à 3 reprises pour qu'il soit définitivement à vous ou à cette équipe. Donc ce trophée doit être gagné 1 fois, 2 fois et 3 fois avant de le conserver. C'est pourquoi ce trophée-là est mis en jeu pour le tournoi. Et les 2 trophées qui vont être les distinctions des chefs d'État seront découverts le jour de la finale au stade général Mathieu Kérékou, ici à Cotonou même. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.